Eh bien, je vous fais une petite présentation sur le Soleil. Donc pour l'enregistrement, je me présente, Éric Corlier, F4 FAP, radioamateur de Rennes, qui s'intéresse spécialement au Soleil. Alors le Soleil, je vous le dis d'avance, c'est une physique extrêmement compliquée à comprendre. J'espère que ce diaporama va vous commencer à amener une lueur dans les ténèbres de la compréhension du Soleil. Alors c'est un ami, le Soleil, mais ça peut être pas un ami du tout. Donc les banalités, on va commencer par les banalités. Le Soleil, c'est une très grosse boule de gaz, très dense, et elle se trouve donc à 150 millions de kilomètres de la Terre. 150 millions de kilomètres de la Terre, c'est une unité astronomique, c'est la référence pour les distances astronomiques. Il représente à lui seul, tenez-vous bien, 99,85% de la masse du système solaire. C'est-à-dire 0,15% est représenté par les autres planètes. Sa lumière met 8 minutes pour nous parvenir. Il est particule entre 2 à 4 jours. Alors c'est vrai et c'est pas vrai parce que ça dépend de si c'est une éruption ou si c'est une éjection de masse coronale. Enfin, on parle du principe que c'est 2 à 4 jours. Je peux aussi vous raconter que le Soleil fait 330 000 fois la masse de la Terre. Par contre, le Soleil est 1 303 000 fois plus lumineux que la Terre. Alors le Soleil est composé principalement de 3/4 d'hydrogène et d'1/4 d'hélium. Ça, c'est la conséquence de la fusion nucléaire qui s'y passe en permanence. Et il produit 400 millions de trillions. 400 milliards de joules chaque seconde. 1 kWh, c'est 3600 kJ. 400 milliards de joules, c'est 111 millions de kilowattheures, qu'on remultiplie par 1 milliard. Voilà. Ça vous laisse pantois. Évidemment, la Terre reçoit qu'une fraction du total émis. Rotation différentielle moyenne vers l'est solaire, c'est quand vous avez le Soleil face à vous, il tourne vers l'est, vers votre est. Donc ça tourne à peu près 24 jours à l'équateur, 37 jours au pôle. 5500 degrés en surface, en moyenne, hein, et au cœur, la bagatelle de 15 millions de degrés. Et alors, le cycle solaire moyen, vous le savez tous, fait 11 ans, et actuellement, on est dans le cycle 25, entre 2020 et 2031, tout en sachant que c'est un cycle moyen. Il y a des cycles qu'on fait 9 ans et demi, et il y en a d'autres qu'on fait 12 et 13 ans. Son influence astronomique, intéressant aussi. Le champ magnétique est supérieur de 5000 fois celui de la Terre. Vous imaginez quand il se passe quelque chose. Une mouche. Il nous envoie donc les particules chargées de toutes sortes, rayonnement radio, lumière, puis tout un tas d'autres trucs que je ne connais pas. Tiens, j'ai découvert les neutrinos. 60 millions de neutrinos passent là chaque seconde, entre du Soleil. Donc voilà, et son influence, alors l'influence de son champ magnétique solaire dépasse largement le système solaire, puisque cette influence s'étend jusqu'à 100 à 160 unités astronomiques. Donc ça va très très loin en dehors du système solaire. Donc la taille de la Terre, vous voyez, on ne voit même pas le pixel. Pourtant, si on le voit, là, on voit un point, mais sur l'écran, on ne le voit pas bien. Donc c'est à peine un pixel. Donc quasiment un petit poids à côté d'un ballon de foot. Pourtant, c'est pas trop à l'échelle. Il faudrait que le ballon de foot se trouve à environ 50 mètres d'ici, par rapport au petit poids supposé être sur l'écran. Ça, c'est une éjection de masse coronale. C'est juste pour montrer la taille de la Terre qu'on devine vaguement et pour montrer que, heureusement, les éjections de masse coronale ne vont pas aussi loin, mais ça calme. Et ça fait des millions de degrés. Des millions de degrés, sans compter que là-dedans, ce n'est que électricité et mouvement. Donc, on pourrait résister, je pense que on serait plus capable de se parler, de mesurer le temps, enfin, on ne pourrait plus rien faire. Alors, en fait, il y a beaucoup de chiffres, donc il brûle 620 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde. Alors après, tout de suite, évidemment, comment il fait quoi ? Ça se régénère, Il existe depuis 4 milliards d'années et il va vivre d'autant, quasiment 5 milliards d'années. Donc on est tranquille, ça ne va pas trop nous concerner, sa fin. Et pour finir sur les banalités, parce qu'évidemment, je suis obligé de passer par là pour un peu vous mettre dans l'ambiance, c'est une centrale nucléaire naturelle. Donc en son cœur, je vous disais tout à l'heure que la température est de 15 millions de degrés, et à cette température se produit une fusion. Donc il faut bien distinguer de la fission,
qui est le principe des centrales nucléaires. Et donc cette fusion permet de transformer l'hydrogène en hélium en libérant de l'énergie. Et la condition, c'est bien sûr une pression énorme et une température énorme. Alors je crois que les humains essayent de faire la même chose, mais ils ne sont pas prêts d'y arriver. Et si jamais on pouvait le faire, je pense qu'on se libérerait de certains problèmes d'énergie. Donc là, juste pour vous éclairer, puis moi au passage, la fusion nucléaire donc, désigne la réunion de deux atomes légers. La fusion nucléaire, on est bien d'accord. Pour que deux noyaux fusionnent, alors que leurs charges électriques respectives ont tendance à les séparer, ceux-ci doivent se trouver dans un état d'agitation thermique intense, la température, 15 millions de degrés, à des températures et des pressions très hautes. Alors que la fission nucléaire consiste à casser des noyaux atomiques lourds pour provoquer une réaction en chaîne. La bombe atomique. Mais alors, tout ça, c'est bien beau. Ça nous fait un peu une belle jambe, parce que finalement, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Et les radioamateurs. Là. Alors, figurez-vous qu'à la fin du 19e siècle, c'est là seulement que tu as observé que l'activité solaire avait un effet sur les lignes télégraphiques. Sans preuve scientifique, évidemment, même si les astrophysiciens de l'époque soupçonnaient un lien soleil-terre. Dans les années 20, les radioamateurs apparaissent. Ils se rendent compte qu'il y a une activité qui est corrélée, une activité solaire corrélée avec la propagation radio longue distance, mais toujours sans preuve scientifique. Tout ça pour dire que l'activité physique du Soleil, c'est une science qui est très récente. C'est notre génération à nous tous. La première éjection de masse coronale, celle que vous avez vue qui était en couleur, la première elle a été vue en noir et blanc, et encore, j'ai vu la photo, on voit vaguement quelque chose, c'est 1971. Pour finir sur ce paragraphe, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu plus parler de météorologie solaire ces derniers temps que jamais avant, parce qu'on rentre dans un nouveau cycle, et puis parce que la compréhension du Soleil fait de très grandes avancées, mais des avancées comme ça. En fait, on ne comprend pas grand-chose. Mais par rapport à avant, c'est beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on sait que ça peut être très dangereux. Mais pour l'instant, on n'est pas capable de prévoir. C'est pour ça que les utilisateurs de drones ont des renseignements sur la météo au niveau du soleil. Avant d'utiliser un drone. Pas que. Parce qu'il y a un photographe sur Rennes l'année dernière qui me disait qu'il est obligé de voir avant. Ah oui, et quelquefois, il ne peut pas utiliser le drone parce qu'il peut le perdre à cause des activités solaires. La constellation GPS, elle peut être. Il me dit on peut carrément. Et on est obligé d'avoir ces informations avant d'envoyer le drone. Pas que. Pas que. Tu peux dire tout ce que tu fais, ta montre, ton téléphone, le réseau électrique, influencé par le soleil. Non, pas la mienne. Les pipelines. Alors peut-être pas, parce que si c'est une mécanique, d'accord. Et encore, elle doit éclairer. Non, je peux te le dire. Il n'y a aucune influence. Donc, je vais retrouver ce que j'en ai fait. Donc voilà, ensuite, donc, grâce au soleil, donc, je ne vous apprends rien, la propagation ionosphérique, elle est très influencée par le soleil. Bon, il y a toute une science là-dessus, mais enfin, globalement, le soleil il électrise les couches. Plus on avance dans le cycle solaire, plus les couches sont électrisées et plus, évidemment, les bonds radioélectriques sont faisables. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à peine sur le côté à gauche les altitudes. Je pense que ça commence à 42 km, c'est ça, 100, 200 et 300. Et on voit une lueur verte qui se trouve aux alentours de 100 km. Et donc, c'est une aurore boréale. Et les aurores boréales, effectivement, ça se promène entre 100 et 200 km d'altitude. C'est pas très haut, mais c'est la conséquence de l'activité solaire. Alors, c'est pas parce qu'il y a une aurore boréale que c'est l'enfer du soleil qui tombe sur Terre, et c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y a pas un truc grave qui se passe. En plus. Voilà, donc on a notre propre champ magnétique sur Terre, hein, ça j'ai oublié de vous le dire juste avant, et donc les éruptions solaires, comme elles envoient des masses très électriques, et donc la magnétosphère est censée protéger de tout ça, sauf que la magnétosphère, elle est comme tout, elle a ses limites. Et qu'il est déjà arrivé qu'il y ait des éruptions puissantes qui poussent la magnétosphère, et puis là sur Terre, pour info, l'événement c'était en 1859, il me semble, Carrington, et quand vous lisez le rapport qui a été fait par Carrington, ça va tous vous calmer avec vos petits transistors, machin, parce que là il n'y aura plus rien qui va marcher, côté jour également. En espérant que ça soit chez les... Voilà, donc l'influence électrique sur les différentes couches ionosphériques,
Pourtant, le Soleil, malheureusement, il n'a pas un rayonnement constant, et puis on peut s'attendre à un blackout. Alors, heureusement, depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a des satellites qui tournent autour de la Terre, mais il y a aussi des satellites qui tournent autour du Soleil. Ils sont loin, hein, parce qu'à cause de la température. Et donc, ça permet de mesurer beaucoup de paramètres. Alors, je ne vais pas raconter de bêtises, mais il me semble que dans le meilleur des cas, on aura 2 à 4 jours d'alerte. Si tant est qu'on estime que l'éjection de masse coronale qu'on voit est tellement puissante et qu'on est sûr de se la prendre dessus, on aura une alerte. Perso, je pense qu'il n'y aura rien d'organisé, ça sera le foutoir. Mais on aura le paramètre avec la valeur de la perturbation de l'ordre de 30 minutes avant que ça nous tombe dessus. Voilà, donc dépêchez-vous de faire vos QSO avant. Donc le blackout, alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu des blackouts, mais moi j'en avais vécu un il y a une dizaine d'années, c'est spectaculaire, hein, c'est le signal, et là, paf, et ça tombe. Et là, on va vérifier les coax, les antennes, et tout. Non, blackout, il ne se passe plus rien, on n'entend plus rien. Donc, quand une éruption solaire puissante a lieu, en général apparaissent des aurores boréales, hein, comme ici, boréales ou australes, hein, d'accord, au nord ou au sud, qui sont généralement cantonnées aux zones polaires. Mais si le Soleil a une éruption ou une éjection de masse coronale tellement puissante que les aurores peuvent être vues jusqu'à l'équateur. Tellement ça peut être puissant. Et alors, je ne me rappelle plus en quelle année, mais il y a eu des occurrences où les gens pouvaient lire le journal en pleine nuit. Alors les lumières sont généralement vertes, parfois rouges, ça dépend du gaz, de l'atome du gaz qui est concerné. En général, c'est de l'oxygène ou qu'est-ce que j'ai marqué oui, il y a de l'azote, mais c'est pas. Bon, j'ai juste noté que c'est vert et parfois rouge, mais c'est de l'oxygène et je ne sais plus quoi d'autre. Après, ça peut être rose, ça peut être blanc. Il y a plein de couleurs. Blanc. Donc, je vous rappelle, le cycle naturel du Soleil, c'est 11 ans, et que les conditions de propagation radio sont généralement meilleures en milieu de cycle. Alors, en milieu de cycle, c'est pas pile au milieu, c'est quelques années avant jusqu'à quelques années après, et ça peut être longtemps avant jusqu'à longtemps après. Mais bon, la moyenne, on la voit bien, c'est 11 ans. Alors, c'est mesuré depuis les années 1750 à peu près, quand ils ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait un cycle. Et il faut quand même se dire que c'était gonflé de faire ça d'un point de vue physique, parce qu'ils ont noté un cycle de 11 ans, ils en ont noté peut-être 2, peut-être 3, après le type, il est décédé, il est mort, il y a un autre physicien qui a conforté ce qu'il a vu. Ils ont continué pour arriver jusqu'à aujourd'hui et vraiment être convaincus que c'est des cycles de 11 ans depuis 1750. Quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il faut se remettre dans le contexte de l'évolution de la compréhension du Soleil, c'est assez extraordinaire. Voilà donc cycle 25, sommet de la propagation en 2025. Alors les taches solaires, vous en avez tous entendu parler. Les taches solaires, donc c'est des zones qui sont plus froides. Elles ne sont pas glaciales, hein, plus froides que la zone qui est à côté. Je ne me rappelle plus combien il fait de degrés là-dedans, mais il me semble que c'est pas 5500, mais ça va être 4500. Donc c'est très froid. Et c'est d'intense, alors là par contre c'est intense activité magnétique dans les taches. Plus le nombre de taches est élevé, plus les couches ionosphériques sont excitées et puis favorables au contact HF. Le problème c'est qu'il ne faut pas quand même qu'il y en ait trop parce que là on peut tomber sur l'inverse. L'apparition de ces taches, donc elle suit aussi l'évolution du cycle solaire moyen de 12 ans. Et en général, le nombre de taches est plus élevé en milieu de cycle. Pour la petite anecdote, les taches ont elles-mêmes leur propre cycle de 22 ans. Comme je vous disais que ça se complique. Alors c'est un cycle moyen de 22 ans. Hein. Il y en a qui ont dû faire 20 ans, puis d'autres 24. Néanmoins, le nombre de taches solaires observées, c'est quand même un paramètre très important pour l'estimation de la propagation HF. Donc plus il y en a, alors il y a des courbes, il y a des tableaux qui vous donnent le nombre de taches solaires, et puis qui vous donnent une flèche de tendance stable, ça augmente. Si ça augmente, ça va devenir bon. Mais malheureusement, il n'y a pas que les taches solaires, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Ne vous inquiétez pas, je ne vous noierai pas là-dedans parce que c'est vrai que c'est compliqué. Alors quand le Soleil s'énerve, voilà ce que ça donne. Donc vous imaginez, vous voyez la taille de la Terre, mais ça encore, c'est pour le spectaculaire. Ce qu'il faut, c'est que ce truc-là n'aille pas vers la Terre. Malheureusement, ça ne va pas tout droit. C'est courbe parce que le Soleil tourne, et puis ça fait une sorte de spirale qui a été décrite par un astrophysicien américain qui s'appelle Parker,
Et donc, si je suis le Soleil, la Terre est là, et que j'envoie une éjection de masse coronale, ben, ça peut faire ça. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Donc en tout cas, ce genre de choses, c'est ce que les astrophysiciens redoutent, c'est une gigantesque éjection de matière en direction de la Terre. Donc je disais que la spirale de Parker, ça peut nous tomber sur la tronche, mais à quelques centaines de milliers de kilomètres près, ça peut passer à côté. Enfin, à mon avis, si ça frôle la Terre, on va le savoir aussi. Donc ça, ce genre d'émission, c'est capable de griller, alors, une petite description, griller tous nos systèmes de communication, réseau électrique et électronique. Je vous rajoute les pipelines, le réseau électrique, le GPS, tout y passe. Alors, un petit exemple qui a à voir avec la physique du Soleil, mais qui n'est pas vraiment en lien avec le Soleil. Il y a un Airbus A330 de Qantas qui vole au nord de l'Australie et qui d'un seul coup, commande de vol, l'avion tombe. Comme ça. Ça dure 2 secondes, il rattrape les commandes et tout. Et en fait, c'était une seule particule électrique qui est passée au milliardième de mètre, pile à l'endroit où il ne fallait pas sur le circuit électronique, puisque les circuits électroniques sont tellement petits que c'est influençable à tout bout de champ avec n'importe quoi. Et donc de ça, ils sont nés plein de recommandations pour blinder mieux les systèmes. Alors c'est les gens qui fabriquent l'avionique, mais aussi ceux qui font des avions. Et puis aussi parce qu'ils sont aperçus qu'il y a un cycle 25 qui commençait. Alors, ces notes-là, j'ai les vues en 2018-2019. Et c'est dire que le mal que ça peut faire, je pense que le jour où il y a une éruption comme ça, il vaut mieux pas être en train d'aller aux Bahamas ou je sais pas où en avion. L'unité de mesure, c'est quoi? L'unité de mesure pour mesurer l'impact. Je sais pas, mais ils ont fait des recherches et apparemment la problématique c'est que les circuits sont tellement microscopiques maintenant. Vous vous rappelez tous, dans les années 70, ces trucs étaient importants. On appelait ça l'électronique pas analogique, mais je ne sais plus, il y avait un nom. Alors que là, c'est tous des CMS, et ce n'est plus des CMS, c'est microscopique. Et apparemment, ça suffit pour déranger. Tu parles des conditions intégrées, en fait. Ouais, mais je me rappelle d'un. Les avions sont particulièrement sensibles parce qu'il y a une interaction aussi entre les particules qui viennent du Soleil et l'atmosphère terrestre. Et ça crée des neutrons, pions et ainsi de suite. Et à 18 km, là où il y a pas mal de choses qui se passent, c'est ce qu'ils appellent le maximum de Pfizer en fait. C'est là où il y a le flux le plus intense de particules et c'est pour ça que les avions sont particulièrement sensibles à ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est ce qu'on appelle le Gauss ray. C'est une magnétique. C'est une unité de mesure, ça. Là, c'est plutôt je pense que c'est des particules par centimètre carré. Je fais des rapprochements par rapport à ça. Enfin voilà, pour vous dire que. Alors, je vous parlais de griller tous les systèmes de communication. C'est arrivé, donc en 1859, voilà, c'est 1859, Carrington. Mais dans une moindre mesure, c'est arrivé en 1989. Tout le Québec a été privé d'électricité pendant est-ce que j'ai marqué ici? Je ne me rappelle plus, je crois que c'est pendant 4 ou 5 jours. 4 ou 5 jours, il a suffi qu'un transfo pète, ça fait tomber les autres et tout s'est écroulé. Et il y a eu des photos satellites qui ont été prises. On voit le Québec et puis une partie de l'Amérique du Nord, je ne me rappelle plus quelle région. C'était spectaculaire. Et là j'imagine, ça te voit dans la bouche, Donc voilà, alors une éruption Carrington, oui, je viens d'en parler, particules, rayons X, protons. Alors les protons, c'est ce qui génère essentiellement les radiations. Et puis plein d'autres éléments. Donc nous, ça serait blackout radio, mais bon, je pense que... Alors apparemment, il se dit qu'il n'y a que les émetteurs qui sont à lampe qui seraient susceptibles de résister. Et je crois savoir que... C'est relatif, mais tu me diras après. Et apparemment, les militaires réutilisent les appareils à lampe, justement parce qu'une explosion nucléaire, ça s'apparente un peu à une éruption solaire. D'ailleurs, j'avais trouvé un article là-dessus, il faudrait que je le traduise, et puis qu'un jour, je vous en parle. C'est exactement la même chose. Le champignon, il arrive après. Au début, vous avez des émissions radio, puis après, vous avez des cochonneries que vous respirez, puis ensuite, c'est exactement pareil. Tout ce qui est panneaux solaires, tout ça, c'est régulé. En fait, c'est les semi-conducteurs. Tous les semi-conducteurs qui sont sensibles à ça. Batterie. Ouais.
Tout tomberait. Je pense même que ça prendrait feu. Je suis sûr que ça prendrait feu. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc, diapo 13. Alors, la conscience des conséquences d'une éruption de type Carrington, c'est une notion très récente. Alors aujourd'hui, les data serveurs, la grosse question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? On blinde contre une éventuelle éruption solaire de type Carrington ou on blinde pas? Alors évidemment, c'est une statistique. Et puis je pense qu'ils font le calcul, ouais, mais ça nous coûterait tellement cher de le faire que ça coûte moins cher de payer une assurance, machin truc. Mais les assurances ne vont peut-être pas les assurer parce qu'ils ne sont pas blindés. Enfin bon, il semblerait que les data centers, il n'y en a pas beaucoup qui soient protégés. Je dis ça comme je l'ai lu, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire à propos des lampes, là, tout à l'heure? Non, c'est que, après, en fait, c'est si la propagation elle est perturbée de toute manière, même si l'équipement il marche, c'est pas pour autant que. C'est vrai. C'est vrai. On serait handicapé. Alors ici, c'est la météo du 2 octobre 2022. Qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est intéressante parce que sur le site SolarAm, je vous donnerai les liens tout à l'heure, on voit un événement avec la flèche bleue, là, de niveau M, ça doit être du M9, ça, 9, quelque chose, c'est-à-dire qu'au-delà, on passe en X, et là, en X, ça commence à devenir sérieux. Et donc, on voit à gauche que le champ géomagnétique, il prend pour son grade. Alors, je ne sais pas si c'est un G1 que je vois à gauche, là, ou G2. Bon, admettons que ça soit un G1. Et donc, ça fait partie des paramètres que vous devez surveiller pour voir l'état de la magnétosphère. A fortiori, à défaut de savoir si vous allez avoir une super propague, sachez reconnaître quand vous aurez une propague qui sera absolument médiocre, voire mauvaise. Et ça, c'est le genre de paramètres. Donc, le graphique qu'on voit, c'est le principal, c'est l'occurrence de rayons X. Alors, je ne me rappelle plus, je vais regarder, mais je crois que c'est mesuré par satellite, mais je ne crois pas que je l'ai noté où est-ce que se trouve le satellite. Il ne doit pas se trouver très, très loin. Rayon X, radio solaire. Ouais, c'est gauze, mais je vais pas marquer, je vais pas noter où c'était. Mais si c'est gauze, c'est pas très loin de. C'est un point de Lagrange, je pense, entre la Terre et le Soleil, donc il est proche de la Terre. Et ouais, je pense qu'on n'a pas 30 minutes de délai avant ça. Voilà, et vous voyez, ça fait vraiment un pic, c'est-à-dire que c'est à peu près moyen là, dans les C, parce que quand même commence à être élevé, et d'un seul coup, il y a une salve qui passe, et probablement qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Alors, pas forcément une éjection de masse coronale puissante, ni même une éruption furieuse, mais suffisante pour que le niveau de rayon X explose. Et donc, la conséquence, c'est que le champ géomagnétique terrestre, lui, il est très perturbé. Et donc, vos communications, elles le seront aussi. La flèche rouge, c'est le SSN, c'est les taches solaires moyennées. Tout est moyenné. Alors, j'avais eu une contribution sur Internet qui montrait qu'il comptait les taches solaires. Ils comptaient les taches solaires à la main, et ils sont aperçus qu'en fait, entre 3 opérateurs, il y avait 3 comptages différents. Donc, c'est pour ça qu'ils font des comptages moyennés. Pour info, à gauche, le SFI, le Solar Flow Index, ça c'est très important. C'est une mesure radio qui est très représentative. Donc en gros, c'est plus elle est élevée, mieux ce sera pour vous, pour nous. Et AREA, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, c'est pas compliqué, mais c'est un peu long à absorber. Mais je vais revenir là-dessus. Alors vous avez, ça c'est pour qui s'intéresse à la météo solaire, c'est plutôt là qu'il faut aller. Sinon vous avez, c'est comment ça s'appelle le site, François, Solar Weather Weather Space. Space Weather, je ne sais plus quoi. Là, vous avez un tableau tout à fait synthétique, et là, vous avez vos 4 paramètres. C'est vert, c'est bon, c'est orange, c'est en train de chauffer, c'est rouge, fermez les écoutilles, mais rangez-vous sous une chape de plomb. Voilà. Donc la météo qu'on voit très bien, en fait, on voit rien. Bon, en fait, ce genre de tableau qu'on trouve sur certains sites vous donne, je voulais vous impressionner avec la vitesse du vent solaire. Il se trouve que là, cet endroit-là, à ce moment-là, elle est à 550 km/s. Et vous avez aussi le niveau de protons, niveau de radiation. Il y a aussi le couplage du plan solaire, comment on appelle ça?
du plan géomagnétique solaire, je vais dire ça comme ça, et du plan géomagnétique terrestre. Et quand ils sont couplés, ben là, la porte est ouverte à toutes les fenêtres et en avant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètre? À appréhender, c'est quelque chose quand même. J'ai mis du temps, hein, parce que... Ah oui, et l'autre problème, c'est que vous avez tous les paramètres, mais alors, le problème sur Internet, c'est de trouver des explicatifs clairs pour comprendre quelque chose. Parce que vous allez un tel paramètre Z, à côté le paramètre U qui tient compte du Z, et ils vont vous expliquer quelque chose de différent ou autrement. Alors là, pour commencer à zéro, j'ai rien pigé. En fait, la difficulté, elle est là. C'est pas de ne pas avoir les paramètres, c'est de comprendre quelque chose qui est très compliqué. Et puis évidemment, les astrophysiciens, vous en avez qui sont spécialisés dans le Soleil, alors il y en a qui sont spécialisés en champ magnétique, l'autre spécialisé en masse, machin truc, l'autre en satellite truc. En fait, on demande à un, il ne va pas nous donner toutes les réponses, on demande à l'autre non plus. Donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, de mon point de vue, c'est passionnant parce qu'il se passe des trucs tout le temps. Ouais, même sur l'écran, je ne vois pas bien. Alors, pour décoder les paramètres solaires, sur le site de l'ARA35, sous l'onglet HF, vous avez Indice solaire. En français, c'est un document que j'ai commencé à fabriquer en 2015 et que j'ai encore enrichi il y a quelques semaines. Et donc c'est un document tout utilisateur, aussi bien les navigants que les radioamateurs que les pétroliers. Ça décrypte tous les paramètres. Évidemment, vous allez prendre le papier, vous n'allez pas tout de suite comprendre, parce qu'il faut un peu se creuser la tête, rentrer dedans, et puis voir de quoi il s'agit. Alors, globalement, les 4 premiers tableaux qui sont montrés, c'est ceux qui vous importent le plus, peut-être même les 3 premiers, et après, le reste, c'est de la curiosité, mais je me suis attaché à essayer de faire quelque chose de très accessible en style télégraphique. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, parce qu'à partir de là, il faut faire plusieurs pages, et c'est un recto verso. Le but, c'est d'avoir un recto verso... plastifié à la station, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte le FAP? Ah ouais, d'accord. Alors, c'est pas moi qui raconte, c'est la science. Donc, pour décoder les paramètres solaires, vous avez 3 paramètres principaux à surveiller. Les indices AP et KP, ça vous trouvez ça partout. C'est l'état de la magnétosphère et le niveau d'atténuation. Hein. Alors, AP, c'est sur 3 heures et KP, c'est sur 24 heures ou l'inverse. Avant, je vais préciser quand même. Pour vous dire que donc KP, composante horizontale planétaire du champ magnétique terrestre sur 3 heures. Je dis peut-être l'inverse. Et AP, c'est le niveau d'instabilité de la planète donc sur 24 heures. Si un jour, donc toutes les 3 heures pour l'un et puis une fois par jour pour l'autre. Le nombre de tâches solaires, hyper important. Et la mesure du Soleil sur 2 gigabits. Alors, je vous disais tout à l'heure, le Solar Flow Index, là, c'est ça. Ça, c'est très représentatif. Donc le SFI, alors tout ça, c'est des barèmes qui sont absolument arbitraires, qui ont été inventés par les astrophysiciens. Par exemple, le SFI, SFU, c'est la même chose. Hein. Il y en a, c'est Solar Flow Unit et l'autre Solar Flow Index. Ça va de 60 à 300. Mais évidemment, peut dépasser 300 SFU, record de 55 000 en 91. Je vous dis, il y a toujours une exception, c'est indébrouillable par moment. Voilà, donc là, ça indique en particulier l'état d'ionisation des couches F. Donc, à mon avis, plus le paramètre est élevé, plus vos couches F elles sont en béton pour vous envoyer un signal au hasard de la Nouvelle-Calédonie avec un FK4 qui bouffe de la galette le mardi. Et pour finir, le flux de rayon X. Le flux de rayon X qui influe de la couche D, et puis le niveau d'absorption surtout. Donc là, vous avez 4 paramètres. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc sur la première page, vous avez des tableaux à 2 entrées. Donc ici, vous avez l'état de la magnétosphère et de l'autre côté, la résultante de ce que ça peut faire en termes de blackout. Ici, vous avez le nombre de taches solaires et de l'autre côté, c'est qu'est-ce que j'ai mis? La corrélation avec le Solar Flow Index. Et donc, j'ai mis dans un coin un petit tableau qui vous donne les probabilités de bonne propagation en fonction des bandes. Ça a été, la statistique a été faite par un Américain. Et ça vous permet de voir, en fonction des paramètres que vous avez, si vous avez de bonnes chances d'avoir... alors vous allez me dire, on ne s'embête pas, aujourd'hui on avait au ACAP et tout, faites à l'ancienne, faites du bio. Voilà, mais voilà, il faut se creuser la tête. C'est tout ce que je peux vous dire. On ne rentre pas malheureusement comme ça là-dedans, c'est pas possible, mais bon. Les infos, donc on peut le trouver. Alors pour comprendre, ara35.fr, hein, sous l'onglet HF, il y a une version qui existe en anglais. Elle n'est pas à jour par rapport à celle que je viens de faire récemment, mais bon... Elle s'est déjà propagée en Europe.
Je tremblais un peu parce que je me suis dit, j'espère que je raconte pas de conneries, puis apparemment tout le monde est content. Donc, ben voilà. Et sinon, donc il faut surveiller solarhand.net, mais si vous voulez faire plus simple, vous allez sur spaceweather.com. Et puis il y a aussi F6 GCI qui fait il y a beaucoup de paramètres, mais il vous donne des couleurs, des flèches de tendance, et puis c'est tout ce que finalement vous avez besoin de savoir par rapport à la propagation HF. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? C'est tout. Je crois que je suis arrivé au bout. De toute façon, le but c'est de faire simple, hein, parce que c'est très compliqué. Hein. Je n'ai pas compris ça comme ça du jour au lendemain. La seule recommandation que je pourrais vous faire, c'est de jamais avoir l'idée de regarder le soleil avec une paire de jumelles. Ça semble tomber sous le sens, mais je pense qu'il doit y avoir des dizaines de gens qui sont mentalement aveugles tous les ans. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Et puis je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Il y a plein de trucs à dire, mais je ne vais pas vous faire un tour de Il y a un physique. tombé négatif sur le corona. Sur le corona? Ouais. Ah, les radiations, ouais, quand tu prends l'avion. Alors, je préfère parler d'anecdotes, c'est plus simple, plus parlant. Type 380 d'Air France, qui est au niveau de 390, à 39 000 pieds au-dessus du Canada. Putain, c'est super. Ces aurores boréales, c'est super beau, c'est tout vert et tout. Puis il y a un Lufthansa qui est vraiment une pied plus là, qui demande à descendre à la contrôle de qualité. Il demande pourquoi. Radiation solaire, grand blanc dans l'Airbus 380 Air France, parce qu'évidemment, ils sont pas au courant, peut-être qu'ils ne le sont pas encore, je ne sais pas quoi. Il y avait aussi un italien qui était descendu aussi. Donc, oui, le niveau de proton, il y a un tableau, là, le niveau de proton est super important. Alors, il y a 5 graduations, ça va de S1 à S5, et déjà à S2, on commence à prendre des doses de radiation qui peuvent nous limiter. Parce que c'est pas sous travers un écran, ça passe sous travers 12. Ouais, ça va que toi aussi. Mais... la pierre, machin, parce qu'ils retrouvent dans les pyramides, c'est là qu'ils mesurent. Ouais, qui a 14. IESN, ils ont fait un outil pour calculer selon le voie que tu prends, la dose que tu prends. Ouais. Silver.com, je crois que ça s'appelle. Et c'est bien parce que ça permet après coup et c'est fiable. Hein, parce que tous les navigants ont une mesure. Et, il est arrivé certaines années où les cycles solaires étaient vraiment puissants. Il y a des navigants qui sont arrêtés le mois d'octobre. Terminé, puis vous n'avez plus tomber suivant. Ils avaient leur dose pour l'année et les doses acceptables pour les gens qui volent. Donc, en l'occurrence, les navigants et les passagers sont très longtemps. Hein. C'est plus que le nucléaire. Mais pourtant, les protons.